Bonsoir mes amis, aujourd'hui c'est un jour très spécial parce qu'on va fêter les 30 ans de la pièce que vous allez voir ce soir et qu'on a fait ça, et c'est une trilogie qu'on a fait avec Serpo et mon ami Dominique Boyer. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Non. Boulier. Oui. Boulier. Il va falloir faire un effort pour parler français. Après 30 ans, on va dire la fin. Avec mon ami Dominique Boulier. Ah, c'est Tu vois, il va commencer avec une conférence parce que vraiment l'exil a beaucoup changé dès qu'il est arrivé à aujourd'hui. Comme il va commencer, je vais demander à vous tous de couper les téléphones portables. Non. Encore, tout faux. N'éteignez pas vos téléphones portables. C'est une conférence connectée, donc il faut absolument au contraire que vous gardiez vos téléphones portables allumés. Ah, voilà. Sinon ça marche pas. Bon, tu fais comme tu es. On va l'applaudir. J'aimerais voir un petit peu le public quand même. Un peu traumatisant. Voilà, merci. Bien, donc je vais vous faire un petit parcours entre deux thèmes dont les liens sont tout à fait improbables. J'ai dû vous demander ce que c'était que ce titre un peu étrange, entre l'exil et le numérique. Bon, c'est pas tout à fait évident. Bon, il se trouve que ce sont des rencontres improbables qui peuvent aussi générer des surprises, et peut-être de bonnes surprises, j'espère pour vous. Donc, je vais parler un peu d'exil, qui n'est pas ma spécialité, c'est celle d'Oscar. Moi, je vais vous parler plutôt du numérique, mais en réalité, on va essayer de mixer tout cela et de voir qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui change désormais dans nos façons de vivre l'exil. Vous le savez certainement, en gros, je ne vais pas rentrer dans des définitions académiques trop savantes, mais on suppose, quand on parle d'exil, effectivement qu'on quitte son pays sous la contrainte, de façon ou d'une autre. Donc on le quitte son pays ou sa patrie, et puis petit à petit on a étendu cela, sans doute pour certains de façon abusive, mais quitter son pays d'origine, sa région, etc. Alors on va rester au début sur la question de la nation, parce que il se trouve que c'est quelque chose qui est assez bien documenté, et c'est le type d'attachement que nous avons à la nation. Et il y a quelque chose là de particulier qui va rendre l'exil particulièrement significatif, et je vais essayer de vous faire appel à un auteur qui s'appelle Anne-Marie Thiès, qui a écrit un livre qui s'appelle La création des identités nationales, et qui montre très bien comment les identités nationales ont été fabriquées dans le courant du 19e, et un peu avant, du 18e et 19e, et même prolongées un petit peu encore au 20e. Alors c'est assez, pour moi qui suis breton, c'est toujours un plaisir d'inviter les gens à visiter la forêt de Brocéliande, de leur montrer comment tout ce qu'on raconte sur la forêt de Brocéliande a été complètement inventé. Le tombeau de Merlin, le château de la fée Viviane, tout ça, c'est inventé au 19e. Alors ça n'a pas donné un État-nation, et dans toute l'Europe, au même moment, on a fait la même chose. On a inventé des mythologies, on a inventé tout un tas de choses. Et c'est ça qui est intéressant avec Anne-Marie Thiès, c'est qu'elle nous montre comment il ne s'agit pas seulement d'une idée, et la nation, et la patrie, et tous ces sentiments-là. C'est pas quelque chose de très vague. En réalité, ça se soutient d'éléments très concrets, très précis, et d'indices que l'on peut mobiliser plus ou moins. Et donc, ce que nous appelons, nous, effectivement, plutôt les médiations. On s'intéresse à ces médiations, ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'idées qui s'entraînent en nous, qui gagnent notre façon de penser et qui durent. Donc, ce qui m'intéresse ici dans son travail, c'est de voir ce qui nous attache et par quoi passe cet attachement. Alors, on va faire un petit jeu, c'est-à-dire que vous allez, c'est en plus une conférence interactive, vous allez répondre à chaque fois, uniquement pour vérifier si nous partageons bien. Alors, comme il y en a quand même au moins deux communautés, il y en a plus, il y a les Français et les Chiliens, déjà au minimum, et donc je vais vous demander de répondre à chaque fois que je vais énoncer un des traits qui constitue la nation et qui a été construit comme tel au 18e et 19e principalement. Vous allez énoncer ce qui vous vient à l'idée, en tant que Français, puis après en tant que Chilien, d'accord? Donc, on nous dit, effectivement, et Mme Marie Thiès nous dit, d'abord qu'on construit une nation comme ça autour de l'histoire et donc de certaines dates. Alors, une date en France. 1515. Ville
1789. Bon, avec ça, déjà, on a... Ah, ça y est. Hein. Et le Chili? 1973. Oui. Bon. Alors, deuxième élément constitutif, un héros. En France. Jeanne d'Arc. Allons-y. Qui ça? Pardon? Zidane. Ah. Alors ça c'était pas la version 19e siècle de la nation. Mais c'est intéressant parce que ça devient justement un élément. Marché. Marché. Bon, enfin, et au Chili, plutôt répond, oui, sur le Chili, quel héros? Allende. La langue, bon, ça me paraît assez évident, assez simple, mais dans certains pays c'est plus compliqué, y compris en France d'ailleurs. Les monuments, un monument culturel en France. Le Louvre, bon. La moneda au Chili. La moneda au Chili, bon, d'accord. C'est un peu le... Et le folklore, un élément de folklore français. La baguette, tiens, ça fait partie de la gastronomie qui est arrivée plus tard, ça au XXe. Mais un autre élément de folklore. Pardon? La bourrée. Oui, alors là, il y en a qui diraient, c'est pas la bourrée, c'est pas la France. Vous voyez que ça, c'est déjà discutable. Mais au Chili, un élément de folklore au Chili? Oui, ça. Ah oui, d'accord. Les hauts lieux, un haut lieu. Versailles. Ok. Vous êtes d'accord, ça va, Versailles? Ça vous parle tout de suite? Oui, on parle quoi. Bon. C'est ça le principe en gros, c'est d'avoir des flashs, des idées simples, des étiquettes si vous voulez, qui servent à dire ah bah ça c'est la France, ça c'est la France. Et le Chili? Quintero. Pardon? Quintero ou Viña del Mar. Ah, donc je sais. Les autres peuvent contester, je sais pas. Un paysage typique. La Touraine. Ah oui, effectivement, le cerceau. Et un paysage typique au Chili? La Cordillère. Ok. Un hymne, bon, ça d'accord, c'est pas trop difficile, je ne vais pas vous demander de chanter la Marseillaise, merci. Un drapeau, bon. Un animal emblématique. Le coq. Ah, c'est bien. Et puis au Chili? Le condor? Ça, c'est utilisé dans la présentation, le condor? Un emblème du Chili? Oui, on sait rien. Et puis un costume. Un costume en France. Costume breton. Ça va commencer à se voir. Non, on ne peut pas insister trop quand même. Un costume. Pardon? Le béret. Un costume français. On veut rendre typique des Français. Le chapeau, au sens pas régional. Non. Le chapeau, non, peut-être pas. Non, souvent vous entendez de l'extérieur, on dit le béret, par exemple. Voilà. Qui est plutôt une place. Bon, voilà, exactement. C'est effectivement quelque chose de genre. Et puis, on a depuis, alors justement, vous avez mis le doigt sur quelque chose, c'est que le XXe siècle a inventé d'autres choses, parce que petit à petit, on a la presse, on a des journaux qui sont typiques, donc quand on est surtout exilé, justement, ça compte beaucoup, c'est cette presse-là qu'on veut, ce journal-là, et puis aussi le sport, exactement, c'est devenu quelque chose qui porte un des éléments de l'identité nationale, et tout au moins de cette constitution, de cette construction de cette fiction de l'identité nationale, comme le dit Anne-Marie Thiès. Puis quelquefois, on peut dire aussi des prouesses technologiques, vous savez, on peut dire, tiens, bah, le TGV, ouais, le TGV. Comme ça. Et puis, il y a eu une autre invention qui a été tout à fait importante, qui était une invention du XXe siècle aussi, réellement, même si avant il y avait des éléments qui pouvaient ressembler à cela, ce sont les papiers d'identité.
ses services actuellement, veuillez consulter l'adresse. Excusez-moi madame, je n'ai parlé bien français, mais parler si vite, s'il vous plaît. Numéro Non, 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 non. que vous savez. Je suis à l'aéroport, je viens d'arriver. Je vais parler avec Madame Leroy. Madame Leroy, por favor. Avec Madame Leroy, caralho. Madame Leroy, Thalès, c'est moi. Enchanté, monsieur Thalès, à votre service. Madame Leroy, je viens d'arriver à l'aéroport et j'ai appelé chez vous, mais il n'y avait personne. Oh, mais c'est que je suis très occupée, vous savez. Je suis très peu à la maison. Ah, d'accord. Mais Madame Leroy, je voudrais savoir en fait quels sont les papiers que je dois faire. Oh, pour les papiers, c'est très simple. Carte de séjour, carte de réfugié, permis de travail. Inscription à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne. Numéro d'immatriculation avec 3 photocopies traduites en français. Carte orange. Carte d'étudiant. Permis de conduire. Attestation de la résidence. Permis de la préfecture. Titre de voyage. Oui, titre de voyage. Carte de séjour, carte de réfugié, permis de travail. Permis de travail. Assurance maladie, la région parisienne. La région parisienne. Immatriculation avec 3 photocopies, traduit en français. Traduit en français. Sur la résidence, permis de la politique, titre de voyage. Titre de voyage. Et carte orange. Carte d'étudiant. Et tous ces papiers, madame, je les fais seul? Oh, mais non, monsieur Thalès, pas seul, avec le métro. Avec le métro. Mais oui, avec le métro. Alors nous avons vu cette histoire de la constitution, de la construction des identités nationales avec tous ces supports, mais vous voyez bien qu'on a quand même basculé dans autre chose, qui relève plutôt de ce qu'on appelle quelquefois la globalisation, sans doute un terme imprécis, mais il n'empêche que nous ne vivons plus de la même façon cette situation d'exil telle qu'on l'évoquait et cette relation à la patrie telle qu'on l'a construite dans les siècles précédents. Et ce que je voudrais vous montrer d'abord, c'est une carte qui, si on veut bien me montrer la carte, voilà, qui vous montre à quel point nous sommes dans un monde où les mouvements de population, les migrations sont importantes et de tout type. Alors évidemment, migration ne veut pas dire forcément exil. Cela dit, c'est quelquefois vécu, effectivement, comme un exil. Il y a plusieurs raisons pour ça. Et vous voyez qu'ici, finalement, on a 3 grands centres. Les États-Unis, cette attractivité énorme des États-Unis, l'Europe en général, et puis la péninsule arabe. Donc il y a là déjà des mouvements de population qui sont quelquefois plus restreints, plus proches, et qui en réalité créent une interpénétration de ces populations supposées attachées à leur pays d'origine, qui complexifie quand même singulièrement notre façon d'être ensemble. Alors ça se traduit aussi, et la deuxième carte va vous montrer, par la remise, le fait que ces populations-là, si elles viennent dans nos pays, dans d'autres pays et se déplacent de cette façon, c'est aussi pour des raisons économiques, parce qu'il y a aussi un retour
Et voilà une carte, toutes ces cartes sont des cartes de l'atelier de cartographie de Sciences Po, que je remercie à l'occasion, qui est excellent dans ce domaine, et donc qui a permis justement de voir comment des retours financiers vers les pays d'origine sont quand même très importants. Vous voyez ici le Mexique par exemple, là-bas la Chine, l'Inde, ce sont des choses très très importantes qui donnent une idée de motivation de la migration aussi, ou des contraintes dans lesquelles ces populations-là peuvent vivre. Troisième carte qui vous donnera d'autres éléments sur ces mouvements, c'est une carte des déplacés, des réfugiés. Alors vous voyez, à chaque fois il y a des termes différents, et là ici c'est la situation en Afrique, vous voyez, par rapport à des conflits multiples qui ont pu se succéder, notamment au Soudan par exemple, et vous voyez des populations, des déplacements vers le Soudan, des déplacements ensuite vers le Tchad, etc. Donc des choses qui sont extrêmement dramatiques sur des conflits guerriers qui sont bien connus maintenant, et sur lesquels qui génèrent des camps de réfugiés en quantité. Alors, dernière carte, on en a une autre qui présente aussi le statut des demandes d'asile et vers où elles sont orientées quand il s'agit d'Europe. Et donc on voit que finalement il y a des pays où on a un grand nombre de demandes d'asile. Vous voyez un autre terme encore, qui n'est pas tout à fait le même que celui qu'on a vu précédemment. Dans ce que j'ai pu, les documents que j'ai pu consulter, effectivement, on annonce qu'il y a effectivement 40 000 Chiliens qui ont pu bénéficier du statut de réfugié en Europe. Mais attention, ça ne correspond pas du tout au mouvement d'exil en général, puisqu'il y a eu, dans certains chiffres, on nous dit 200 000, dans d'autres 1 million, donc j'ai un doute là-dessus. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même un mouvement de population très très important, avec des phases et des méthodes différentes, et qui sont quand même très significatives, et la demande d'asile ne traduit qu'une partie de cela. Et puis dernière carte enfin, pour voir en 75 justement, vous voyez qu'il y a ici l'ensemble des populations qui ont été attirées vers la France cette fois-ci, pour des raisons diverses, et qui correspondent à ce que la cartographie appelle l'élargissement postcolonial. Puis vous voyez qu'il y a là juste un petit point qui signifie 1000 personnes au Chili. Et donc vous avez un lien qui était à l'époque encore assez faible, mais en l'occurrence ça c'est pour le retour, l'immigration en France. Donc c'est quelque chose d'un peu particulier. Alors tout cela, vous voyez un petit peu ce contexte, un ensemble très important de mouvements de population qui font que les frontières qu'on supposait bien affirmées, et qu'il a fallu d'ailleurs, pour lesquelles on a eu grand nombre de guerres pour les créer, et bien ces frontières-là sont devenues un petit peu discutables, et finalement les populations elles-mêmes se sont mêlées. Alors la question que je vais poser, puisque ça c'est plutôt le tableau général que je voulais faire en introduction, c'est comment les réseaux numériques, eux, vont pouvoir jouer un rôle dans cette affaire. Eh bien, il se trouve que toutes les populations que l'on voit migrer, de tout type d'ailleurs, que ce soit les exilés politiques particulièrement, ou les réfugiés, les migrants, etc., eh bien toutes ces populations-là, maintenant, désormais, ont accès à des réseaux en ligne. Et de ce point de vue, le lien peut être maintenu avec le pays d'origine ou avec les compatriotes d'une façon assez particulière, qu'on ne connaissait pas il y a même seulement 10 ans. Des choses importantes, des technologies nouvelles sont intervenues qui modifient considérablement notre relation à tous ces pays d'origine d'une façon ou d'une autre. Alors on peut voir ça d'un côté des relations entre exilés, par exemple, ou des relations avec le pays directement. De fait, c'était quelque chose qui avait déjà été étudié par l'école de Chicago, qui à Chicago justement avait pu voir les vagues d'immigration et avait pu voir comment l'arrivée dans un nouveau pays se traduisait par un accueil dans une population de ses compatriotes, des proches au départ, et ce point de départ était seulement le début d'une histoire qui en l'occurrence est une histoire spatiale, puisque petit à petit on se déplaçait, et l'école de Chicago avait tracé tout ça, et vous voyez comment les populations se déplaçaient au fur et à mesure de leur intégration, entre guillemets, dans Chicago même. Donc il y avait une forme de carrière spatiale, et l'habitat pouvait le marquer. Donc c'est important pour moi parce que ça veut dire qu'avant l'existence de ces réseaux numériques, ça signifie que pour pouvoir changer de monde social, pour appartenir à un monde et éventuellement appartenir au monde d'arrivée, si l'on veut, pour employer un terme neutre, eh bien il fallait se déplacer aussi spatialement, et c'était un indicateur important. Et désormais, les choses ont changé, et ça c'est le cas depuis 2003, avec les réseaux sociaux notamment, eh bien on a créé effectivement des communautés en ligne. Alors si on peut voir l'ensemble de ces réseaux, vous en connaissez certains, qui sont quelquefois localisés dans certains pays et dans certaines zones géographiques uniquement,
et qui certains sont en train de disparaître sous l'influence de Facebook notamment. C'est le cas d'Orkut par exemple, qui ne disparaît pas, mais qui est sous influence très forte et contestée par Facebook, et dans d'autres pays, c'est la même chose. Alors, à cette occasion-là, un certain nombre de travaux, y compris mes doctorants, ont porté justement sur les questions de diaspora en ligne. Comment est-ce qu'on peut penser cette façon d'organiser le dépaysement, c'est-à-dire la rupture avec le pays, sous des formes numériques? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui existe là? Est-ce que ça a un sens? Et est-ce que le lien est maintenu de la même façon? Le terme de diaspora, bien entendu, peut être discuté. C'est quand même quelque chose d'un peu, peut-être fort dans certains cas, et qui n'est pas forcément adapté, mais on ne va pas rentrer dans cette discussion-là de la même façon que le terme de communauté, qui pour les sociologues a des connotations très particulières et qui est abondamment utilisé dans le domaine du numérique, y compris à tort et à travers, certainement. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer seulement qu'il y a des types de réseaux sociaux qui vont générer des types de liens au sein des communautés. Donc on a fait ça sur un certain nombre de communautés, et notamment sur les Bretons du monde entier. Bon, c'est pas des exilés, c'est un peu particulier quand même, je l'admets. Bon. Et donc ils ont en fait des fonctions différentes. Et vous voyez bien que la première partie, toute cette première couche de réseaux sociaux ici, ce sont en réalité des réseaux qui fonctionnent à la sociabilité. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui sert à maintenir un lien, soit avec des proches existants, soit avec des amis que l'on rencontre, mais c'est ce lien-là qui compte, cette activité d'information réciproque sur notre vie quotidienne, qui est à l'origine. Ça peut évoluer, ça change, c'est utilisé pour d'autres choses, je suis d'accord, mais il n'empêche que c'est comme ça que ça démarre. Par opposition à cela, les réseaux comme LinkedIn ou Viadeo sont des réseaux à vocation professionnelle, comme on le dit. C'est pas vraiment non plus professionnel, c'est pas forcément en entreprise, mais ce sont des réseaux où on a une stratégie, c'est-à-dire qu'on s'affiche son profil et on décrit ses compétences et on espère à partir de là faire des liens et des connexions avec des personnes intéressantes pour sa propre carrière. Et donc vous recevez sans doute aussi des avis de gens qui sont très très intéressés par votre profil. Vous vous demandez pourquoi, mais c'est uniquement parce qu'au cas où ça peut servir. Donc vous avez ce type de pratique qui est tout à fait différent. Et dans les diasporas, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut être utilisé de ce point de vue-là en disant eh ben moi je suis chilien et ça suffit comme argument pour me connecter à quelqu'un d'autre qui professionnellement peut être intéressant. Mais vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même nature de relation que celle que l'on a sur ces premières couches de réseaux sociaux. Et puis vous avez d'autres réseaux sociaux, ce en bas par exemple, MySpace ou Flickr, qui ne fonctionnent ni à la stratégie relationnelle ou à la stratégie de carrière, ni non plus à la sociabilité ordinaire, mais qui sont basés sur des contenus. C'est-à-dire on s'intéresse à quelque chose ensemble, à la photo ou à la musique, ou d'autres choses, mais on organise à ce moment-là une communauté autour de cela. Et évidemment, les traits nationaux de la musique, des photos, etc., vont venir constituer une occasion de se différencier, de créer une communauté, des communautés assez différentes. Donc c'est pour cela que les réseaux sociaux, en réalité, c'est abusif quelquefois d'en parler en général. Il y a des réseaux sociaux extrêmement différents, mais qui remplissent une fonction pour l'ensemble des communautés qui sont très différenciantes en réalité. C'est un peu ce problème. Vous voyez, on se dit, c'est quelque chose de communautaire qui va reconstituer la diaspora ou la communauté des exilés. En réalité, ça aide aussi à la différencier, à faire apparaître d'autres éléments. Du coup, quand on est en permanence en connexion comme cela, et quand on est en connexion sur Facebook, comme je le vois avec mes étudiants quand ils m'écoutent et qu'ils sont toujours connectés sur Facebook pendant que je parle, eh bien, je me dis qu'effectivement, c'est difficile du coup de se retrouver en exil. Comment est-ce qu'on est vraiment exilé alors qu'on est tout le temps en permanence, mais alors, minute par minute, en dessous de la minute, je veux dire, averti de qui fait quoi, etc. Donc là, vous voyez un petit peu les liens intenses qui peuvent en réalité être créés avec ce type de système, et qui finalement, certains vont les critiquer de ce point de vue en disant oui, en réalité ça sert à maintenir sous cloche une communauté, on a cette vision, en France on est très fort pour cette critique-là, communautariste un petit peu, en disant les gens restent entre eux, et finalement on voit toujours les mêmes, et finalement c'est comme s'ils étaient restés dans leur pays, parce qu'ils continuent à se parler entre eux, et puis c'est terminé, il n'y a pas d'autre relation. Y compris si on a été expatrié français, on sent un peu quelquefois la pression pour se retrouver entre expats, ah super. C'est un petit dose. Et donc, là, au début, cette communauté-là, justement, c'est l'occasion, alors on a étudié sur un certain nombre de communautés comme cela, on voit bien que c'est l'occasion de réinventer, de remobiliser tous les symboles qu'on a évoqués précédemment, hein, toutes les médiations, et alors on va remobiliser la cuisine, on va remobiliser les fêtes locales que l'on connaissait, etc.
Et donc, on reconstitue en fait cette communauté comme un tout qu'on aurait un peu perdu ou qui serait un peu menacé. Donc, on en fait quelque chose de très fort et on assiste sur toutes ces médiations. C'est ce que Benedict Anderson a appelé des communautés imaginées. Il les a appelées dans le sens historique aussi, parce que quand on a créé les nations en tant que telles, on a créé des communautés imaginées. Et bien quand on rentre sur ces réseaux sociaux au début aussi, on a tendance un peu à les créer de façon en tant que communauté imaginée. Et ça ne veut pas dire que c'est irréel, hein, c'est quelque chose de très puissant. C'est imaginé, mais c'est très puissant, ça vous attache, ça vous fait des souvenirs, ça vous fait revivre, ça vous fait rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et vous verrez des choses comme ça dans la pièce d'ailleurs tout à l'heure. Mais petit à petit, on se rend compte qu'avec l'ancienneté des réseaux et la vie d'une communauté sur les réseaux, eh bien, on voit la diversité réapparaître. C'est assez étonnant, c'est-à-dire que petit à petit, tous ceux qui s'entendaient bien et qui se définissaient comme étant d'une communauté, les Chiliens, les Bretons, je ne sais pas quoi, par rapport aux autres, petit à petit, on se rend compte que oui, mais il y a des différences. Alors donc, moi, je ne vais pas sur le groupe Facebook de ces gens-là, je vais plutôt sur un autre type de réseau, et on se divise, et on commence à faire des choses un peu plus ciblées en fonction de ses intérêts. Mais en réalité, c'est assez significatif, c'est toute vie sociale fonctionne comme cela, on vit rarement dans une communauté imaginée comme celle-là, petit à petit, les conflits réapparaissent, et c'est en ce sens-là que les réseaux sociaux aussi peuvent servir à faire émerger ces différences-là. Alors, on peut le voir dans une diapo où l'on présente justement les séparations, on fait des études, c'est des choses que l'on fait, en l'occurrence ça s'est fait à TIC Migration, dans le groupe TIC Migration, et avec des algorithmes qui sont développés par un chercheur qui est connu là maintenant, et qui consistent précisément à voir comment l'ensemble des sites web et des blogs qui correspondent à une communauté en particulier sont reliés. Donc on fait ce qu'on appelle des topologies du web. Et bien on voit à ce moment-là qu'il y a petit à petit, il y a des endroits où elles sont assez agrégées, et puis quand même quelques petites particularités. Et puis d'autres endroits, ça c'est des Bretons, bon c'est pas assez dispersé quand même. Et puis ici vous avez des divisions importantes, et encore ici des divisions importantes, donc on peut décrire à partir de ce moment-là, observer cette division. Si on peut le voir plus en détail dans la diapo suivante, on peut rentrer en détail sur ces diapos-là, c'est des méthodes, j'en profite pour faire la publicité pour le Média Lab, je travaille. Et donc on a des outils pour aller voir ça, et là vous cliquez sur les sites et vous voyez comment ces sites-là sont reliés ensemble ici, puis là séparés des autres. Vous voyez ça, ici ce sont les ex-Yougoslaves, si vous voulez, donc il y a des séparations assez marquées précisément dans cette situation. Donc peut-on dire finalement, dans cette situation-là, que le lien avec le pays est distendu ou qu'il est au contraire plus vivant? Bon, c'est quelque chose, c'est différent, c'est-à-dire ça se passe sur un support différent, mais en réalité c'est quelque chose qui continue à être vivant, à être tendu avec des phases communautaires et des phases de division. C'est le rythme de la vie sociale est fait de cette façon, ce qu'on appelle la divergence et la convergence, c'est des choses qui marchent toujours ensemble. Il n'y a pas de moment de la globalisation totale où tout le monde se ressemblerait. Dès qu'il y a un mouvement de globalisation, hop, il y a différenciation, c'est à peu près systématique. Alors, ça c'est cette partie, disons, de relation au pays en tant que communauté, à travers ce type d'outils. Vous voyez que la question même d'être exilé devient un petit peu incertaine. Est-ce qu'on est vraiment exilé quand on est en permanence connecté à des communautés de cette façon-là? Mais, et je fais un nouveau point ici, si on prend en compte l'expérience individuelle, l'expérience personnelle, eh bien on peut se rendre compte que finalement, nous finissons par être tellement connectés aussi que la définition même de l'exil devient un peu difficile. Alors moi j'en donnerai une définition de l'exil. Je vais vous venir ensuite sur l'explication de cela, parce que la formule est peut-être un peu bizarre. L'exil, c'est en réalité être empêché d'habiter. Être empêché d'habiter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis bien habiter, je ne dis pas loger. On a vu, vous allez voir effectivement qu'il y a des fois des problèmes de logement, vous allez le voir dans la pièce. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le problème du logement. Le logement, c'est l'abri. Loger, c'est un terme technique, un abri au sens technique et physiologique, mais qui n'est pas nécessairement un habitat. Dans la revue que je dirige, Cosmopolitique, nous avons un numéro sur les SDF, et l'on voit bien que même sans posséder de domicile et sans avoir une maison au sens classique du terme, avec des abris quelquefois assez précaires, un certain nombre de SDF, selon certaines conditions, arrivent précisément à réellement habiter. Ils le font notamment, c'est le cas quand on leur dit, mais si vous voulez un abri, venez donc dans le foyer, dans notre foyer, là, vous allez être abrité. Oui, mais leur problème, c'est que, étant dans ce foyer-là,
ils n'habitent pas, ils sont certes abrités, de la pluie, etc., des intempéries, mais ils n'ont pas d'espace personnel. Ils sont en permanence ou disponibles, accessibles à tout le monde, il n'y a pas d'espace privé, ils ne peuvent pas constituer un intérieur. Et c'est ça qui est intéressant dans les articles qu'on a écrits, les interviews qu'on a fait, on voit, notamment à Toulouse, comment les SDF se prenant en charge eux-mêmes, étant capables de récupérer des habitations, enfin des logements plutôt, pour en faire réellement et avoir une philosophie de l'habitat qui change complètement par rapport au logement. On se dit, s'ils ont un problème de logement, non. Ils ont un problème précisément d'habitat, c'est-à-dire de reconnaissance de leur capacité de personne à s'étendre et à créer un intérieur. Et là, à ce moment-là, ils sont reconnus, ils ont un statut de personne et ça change beaucoup de choses. Ce n'est plus du tout un problème technique seulement. Habiter, finalement, ça consiste à produire des enveloppes, mais des enveloppes personnalisées. Et à échelle variable, on peut habiter dans sa chambre, et puis on peut habiter dans son pays. Ce n'est pas un problème d'échelle, si vous voulez. Et on peut, à ce moment-là, le sentir comme une enveloppe, se sentir personnalisé et être couplé, j'allais dire, ou être d'une certaine façon associé étroitement, et être à l'intérieur. Et être à l'intérieur, effectivement, alors là, on peut le voir, j'ai présenté ça dans un schéma, dans une autre diapo, où on voit effectivement les différentes liaisons qu'il peut y avoir entre les façons d'habiter et les supports de notre habitat. L'habit, évidemment j'ai choisi un peu une photo un peu machiste, mais bon, l'habit, l'habitat et l'habitacle, vous voyez que ça a la même racine, aberrer, avoir, et en l'occurrence c'est pas forcément posséder au sens de la propriété, mais c'est être capable de prendre un environnement à soi, de le constituer comme un intérieur, et ça peut être, c'est le cas de l'habit, c'est notre première peau, de l'habitat, qui est une deuxième peau, l'habitacle, qui est une habitat qui serait une troisième peau aussi. Vous savez bien qu'il y a des gens qui vivent dans la voiture pour qui c'est l'élément essentiel, etc. J'en ai entendu un quatrième, qui est un néologisme, l'habitel, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc l'important, c'est que dans l'ensemble de ces systèmes techniques, parce que vous voyez qu'il y a bien une enveloppe, clairement, mais en même temps, on est capable de se projeter dans cet univers technique et de le transformer, et du coup d'être transformé aussi. Vous savez, ça vous fait un effet de vous retrouver dans vos décors, là où vous avez tous vos souvenirs, etc. C'est pas la même chose que d'être dans une pièce nue, même si vous êtes très confortable et très bien abrité et très bien chauffé. Il se passe quelque chose parce que cet extérieur, en l'occurrence, vous fait vous sentir à l'intérieur et vous renvoie votre propre image. Et c'est ce couplage qui est intéressant anthropologiquement. C'est vraiment ce phénomène-là qui est très important dans l'habiter. Ceux qui ont été ados, sans doute un certain nombre, ou qui ont eu des ados, vous vous souvenez aussi justement de cette phase où quand on commence justement à ce qu'on appelle à émerger à la personne, eh bien on insiste furieusement pour se constituer son intérieur. Il n'est pas question que les parents viennent mettre leur nez dedans. Donc c'est une source de conflit régulier. Donc ça c'est vraiment quelque chose, parce qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'après la puberté, on n'habite plus, on ne loge plus seulement. On est capable d'habiter et on veut en faire sa propre image, sa propre chambre. Et donc on met ses posters de métal, machin, etc. Donc toutes ces affaires-là, tous ces moments-là, sont des moments d'expression de cette capacité d'habiter qui sont très importantes parce qu'elles constituent à partir de ce moment-là un bouclage, un aller-retour avec l'environnement technique qui vous fait vous sentir à l'intérieur. Et on peut le dire, ça fait quelque chose, ça vous transforme d'une certaine façon. Ce qui est important, c'est que dans cette affaire, on a toujours des supports matériels. Il y a toujours des supports matériels. C'est pour ça que j'ai commencé avec le travail de Marie Thiès, dans ce sens de l'appartenance à la patrie, si vous voulez. En réalité, il y a toujours des supports matériels. Ce n'est pas des idées qui flottent comme ça. Marie Thiès l'avait bien montré. C'est-à-dire qu'il y a des médiations particulières qui vous font renforcer au jour le jour votre sentiment d'appartenance ou votre sentiment d'être à l'intérieur. Eh bien, c'est la même chose dans ce cas-là. Ça peut être la maison, ça peut être la nation. C'est produire ce qu'on appelle toujours aussi un oikos, un foyer, d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a une petite histoire qui me paraît intéressante, c'est celle de Sloterdijk, le philosophe allemand Sloterdijk, qui raconte comment les navigateurs qui partaient faire l'exploration du globe, avant et après Christophe Colomb, ces navigateurs emportaient avec eux un ciel de lit, un baldaquin, sur lesquels il y avait le ciel de leur région d'origine
qui étaient représentés. Alors ça, bon, se attarder qu'il y a des idées géniales toutes les pages, donc c'est pas de plus que ça, mais ça vous fait penser énormément. C'est sans doute une métaphore par certains côtés, mais n'empêche que c'est quand même très intéressant. Pourquoi? Ça veut dire que ces navigateurs qui allaient conquérir, entre guillemets, le monde, et donc se mettre en risque de rencontre de l'autre, et précisément ça a produit des choses dont les conséquences sont encore visibles et dont on paye les conséquences quelquefois d'ailleurs. Mais cette rencontre-là vous permettait, quand vous avez cet environnement technique que vous reconstituez, que vous gardez, ces baldaquins, et bien vous restez comme si vous étiez chez vous. Donc vous vous déplacez avec vos baldaquins. Donc, et avec votre monde, avec vos ciels. C'est un peu cette tendance que nous aurions naturellement, y compris quand on est exilé, c'est-à-dire à transporter avec soi tout son ciel pour rester repéré et accroché à tout cela. Parce que précisément, on risque justement d'être dans une situation où on ne peut pas refaire du soi, on ne peut pas refaire du chez-soi, pardon, du chez-soi. C'est cela précisément le moment de l'exil, c'est quand on ne peut pas refaire ça, on ne peut pas recréer son environnement. Pourquoi? Parce que les éléments matériels qui constituaient notre appartenance, eh bien, ils sont restés ailleurs. Bien sûr, on peut les avoir dans la tête. Oui, d'accord, on peut les avoir dans la tête, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que précisément, c'est cet aller-retour qui nous entretenait, c'est le fait qu'on pouvait voir la cordillère des Andes, que parce qu'on peut voir tel paysage, etc. On finit par se réactiver tout cela. Et c'est cela qui fait qu'on habite et réellement qu'on n'est pas empêché d'habiter. À partir du moment où il y a cette rupture-là, eh bien, on peut se sentir encore à l'intérieur. Certes, on peut se sentir à l'intérieur pour une part, mais en même temps, on ne peut plus l'alimenter, on ne peut plus le vivre, et on est obligé, dans ce cas-là, de vivre ce dépaysement, d'une façon ou d'une autre, qui nous est imposé et qui nous empêche d'habiter. De fait, d'ailleurs, vous verrez l'importance des valises, j'ai vu l'importance des valises, c'est pour ça que les valises sont très importantes. C'est-à-dire qu'effectivement, on essaye d'emporter un maximum de choses qui ne sont pas des choses forcément très pratiques, mais qui sont des choses qui nous disent quelque chose de ce pays d'où on vient et qui nous permettront d'avoir une relation avec les supports techniques pour confirmer encore cette appartenance et continuer à habiter. Vous voyez que c'est un peu cette recherche de médiation, eh bien, elle fonctionne aussi là dans la valise, dans les objets qu'on emporte, qui sont importants pour nous confirmer dans notre appartenance. Ce sont des projections, certes, mais en même temps, ces projections reviennent sur nous et nous font appartenir, nous font nous sentir à l'intérieur, et donc nous habitons. Alors, ce type de travail, vous voyez ici sur les questions d'habitat, est un peu éloigné apparemment du numérique, mais en réalité j'y reviens. J'y reviens parce que précisément, j'ai travaillé sur cette question d'habitat en travaillant sur les identités numériques portables, en disant que finalement nous habitons maintenant un environnement peuplé d'identités numériques qui sont nos différents avatars, qu'on a sur tout un tas de réseaux, sur tout un tas de groupes sociaux d'une façon ou d'une autre, mais qui comportent aussi nos papiers, nos cartes bancaires, etc. Et notamment le téléphone portable, bien entendu. Cette connexion permanente, et on va y revenir plus en détail, mais cette connexion permanente qui est désormais possible, ça change vraiment quelque chose. C'est-à-dire là, il se passe quelque chose, c'est l'hypothèse que je voudrais vous soumettre et qui est importante. Et pour mieux vous rendre compte de l'importance de cela, eh bien, je voudrais que vous vous souveniez de l'époque où, précisément, le coup de téléphone était un bien très rare. Hey, les amis, venez les amis, je vais vous présenter une amie. J'ai croisé tout à l'heure par hasard, elle vient d'arriver du Chili. Et ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu. Viens, Elena. Elena. Bonjour. Je te présente, c'est le groupe de théâtre qu'on a formé ici depuis l'exil. Ouais, Elena. Ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu, elle vient d'arriver. Donc, Elena Diego González, je vous présente à tous. Oui, ça va très bien, ouais. Et quand c'est que t'es arrivé? Et il y a une semaine. Et tout se passe bien? Oui, pour l'instant. C'est incroyable, on s'est croisés tout à l'heure par hasard à la préfecture. Ça fait 5 ans qu'on s'est débattu, j'arrive. Et tu es là. Et ta famille? T'as eu des nouvelles? T'as eu des nouvelles? Bah oui. J'ai reçu une lettre de Gaston. Ah, Gaston. Gaston, c'est qui Gaston? C'est mon mari. Ouais. Et tu lui as écrit ou... Ah non, tu sais, les lettres, elles se perdent beaucoup dans la dictature. Ouais, ça marche mal. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que dès que j'aurai un peu plus d'argent, je vais l'appeler pour que ça puisse tranquille. Ouais, Ah, c'est super. super.
C'est 100 francs les 3 livres. C'est archi cher. 100 francs. Oui, mais tu peux prendre. Enfin, si tu rentres dans une cabine téléphonique publique, il y a un truc pour payer pour que les appels soient gratuits. Alors tu mets une pièce, puis après tu tords un bout de fer, et comme ça tu peux retenir la pièce et tu peux appeler pendant des heures. Attends, j'ai une meilleure idée. Pourquoi elle n'appellerait pas d'ici? On se cotise tous chacun, on met 20 francs chacun. Oui, c'est la Et tu parles avec Gaston. Allez, 100 francs, 3 minutes, il est où le téléphone? Voilà. Ouais, allez. Je vais être tranquille, c'est super. Alors, oui. Tu fais le 19. Ok. Voilà, après tu fais le 56. Là, et le numéro de la maison. Ça continue de siffler. Attends. Non mais c'est normal, attends un petit peu, c'est moi. Ah ok, c'est bon. Oui, ça J'ai compté 3 minutes. Alors? Hola, abuela. C'est la grand-mère, elle est plus sourde qu'un porc. Abuela! Abuela, ¿me oyes? No. Soy Elena. Abuela, no, pásame con Gastón. Abuela, con Gastón. Eso. C'est bon, elle est allée. Une minute. Gastón, hola mi amor, ¿cómo estás? Sí, todo bien aquí, oui. París, muy lindo. ¿Qué tal los niños? 2 minutes. Yo bien. ¿Qué hora es allí? Oui, no, aquí en la noche, la nuit, oui. 3 minutes, faut couper. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas réussi à lui dire que je l'aime beaucoup. Elena, si tu veux, je peux t'aider. J'ai un vieux frigo chez moi et je peux te le prêter. Et moi j'ai un matelas en mousse. Moi j'ai 3 chaises, si tu veux. Moi j'ai un camping-gaz, je peux te le prêter aussi. Et si tu as besoin pour qu'on t'accompagne pour les papiers, j'irai avec toi causer aux France. Ah, mais Formidable. Bon, on va voir bien, peut-être ça sera tout à l'heure, là. Et là, on va voir, ça va bien se passer. Ah ouais, non, mais c'est compliqué. Est-ce que vous vous souvenez de ce temps-là? Il y a 15 ans, oui encore, à la rigueur. Depuis, c'est terminé petit à petit. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est... notre connexion permanente a changé réellement quelque chose. Ce qui est étonnant, c'est qu'en réalité, c'est quelque chose qu'on peut voir même chez des gens qui sont pauvres, qui migrent et qui sont avec leur téléphone portable comme un des biens les plus précieux pour eux. Hein, et c'est avec ça qu'ils peuvent rester en contact, mais au quotidien, y compris les études qu'on avait faites, les communautés roumaines par exemple, les gens restaient en contact pour construire la maison, continuer à se construire chez eux, etc. Vraiment, il y avait tout un tas de... Ils surveillaient tout ce qui se passait de cette façon-là. Alors, si on peut voir justement dans une autre diapo la façon dont j'ai essayé de présenter ça, vous voyez que le téléphone qu'on avait tout à l'heure, il a bien changé. Il a bien changé. Non seulement, c'est même plus le téléphone portable qu'on avait, le téléphone portable qu'on avait ici par exemple, mais depuis, il y a un appareil photo dedans, il y a éventuellement des jeux, il y a du son, et puis petit à petit, se sont ajoutés, des modes de paiement, mais les cartes bancaires sont encore séparées, ça ne va pas durer très longtemps. Les clés, les outils d'accès, petit à petit, vont rentrer dans notre téléphone portable. Certains d'entre vous sont déjà rentrés dans certains bus avec un téléphone portable, une certaine ville. Et puis nos papiers d'identité, pourquoi pas, ils seront aussi dans cet ensemble. Mais au-delà de ça, ce sont aussi tous nos goûts, la musique, mais aussi nos livres, etc., qui rentrent là-dedans. Et surtout, il y a toute une autre couche qui s'est constituée, une couche où on a un nom sur Skype, on en a un autre sur Twitter, on en a un autre sur Facebook, un autre sur Gmail, un autre sur Messenger, etc. Vous en avez des quantités certainement, et vous avez beaucoup d'identités numériques portables qui sont toutes assemblées maintenant petit à petit, qui convergent vers ce téléphone-là, qui est une phase provisoire. Je fais un peu de prospective, si vous voulez, juste pour vous dire que ce téléphone-là, il va changer. Ce qui compte, c'est d'avoir des capacités de calcul, mais elles peuvent être dans les nuages, comme on dit, dans le cloud, et puis des capacités aussi d'interactivité avec le corps, parce qu'il faut quand même rester connecté au corps. C'est ça l'important dans le téléphone, c'est qu'il soit portable et individuel, et non pas qu'il soit mobile. Mobile, ça ne veut rien dire du tout, puisqu'il
puis les gens téléphonent, vous téléphonez de chez vous, de votre chambre ou ailleurs, plus souvent, 60% des appels et des activités qui sont faites de chez soi. Donc c'est pas la question de la mobilité, c'est la question de la portabilité et de l'individualité. Et cela, ça change quelque chose. Ça change quoi? Eh bien, ça change précisément que nous sommes dans cette connexion permanente avec une possibilité d'être en ce que j'appelle moi en état d'alerte en permanence, de savoir ce qui se passe. Par un des réseaux, là, déjà vous en avez beaucoup, hein, et vous savez ce qui se passe, est-ce que vos différents réseaux, parce qu'il y en a plusieurs, vos différents réseaux sociaux, la façon dont ils fonctionnent. Alors, on peut voir que ce phénomène-là, et sur la diapo suivante, on voit effectivement ce phénomène-là n'est pas seulement quelque chose de local ou lié seulement au téléphone, au smartphone par exemple. Regardez comment les chiffres disparaissent un petit peu avec cette projection-là. Mais en 1980, en 1995, comment vous aviez effectivement 90 millions de souscriptions, et puis nous en avons maintenant 5 milliards, en 2010, 5 milliards 200 millions, ce qui veut dire moins d'utilisateurs, parce qu'il y en a qui ont, certains d'entre vous sans doute, plusieurs téléphones portables. Donc voilà, mais nous avons quand même 6 milliards et quelques 9 de population. Donc vous avez un petit peu ce type on commence à avoir une population mondiale équipée avec quasiment la même technologie. Bon, c'est pas tout à fait la même quand même, les smartphones évolués et puis le petit téléphone portable où on peut juste faire des SMS, c'est pas tout à fait la même chose. Mais pourtant, les numéros sont interconnectables et vous pouvez vous connecter avec ces gens-là et tous peuvent se connecter d'une façon ou d'une autre. De ce point de vue, nous avons changé d'échelle. C'était le terme qu'employait McLuhan quand il voulait penser les changements médiatiques. C'est le changement d'échelle qui compte. Ce n'est pas, il disait, de medium is the message, ce n'est pas ce qui se dit qui compte, mais c'est le fait que maintenant c'est possible, que nous sommes connectés. Et de ce point de vue, nous avons réellement le sentiment d'appartenir à un espace qui est bien plus vaste que seulement celui que l'on pouvait connaître avec les réseaux précédents. Donc j'appelle ça effectivement une forme, j'appelle ça l'être connecté, un mutant. Donc, voilà, nous sommes d'une certaine façon des mutants, une nouvelle espèce, et la question va être posée de savoir est-ce que dans ces conditions-là, pour cette hyperconnexion en permanence, est-ce que nous pouvons réellement parler d'exil pour des populations comme ça, pour nous, parce que c'est nous effectivement qui sommes en cause. Alors, pour voir cela, pour voir si vous êtes vraiment des êtres connectés, si on veut bien me donner de la lumière à la salle, vous allez faire une petite expérience. Je vous ai demandé de laisser vos téléphones portables allumés. J'espère qu'ils sont allumés. Non seulement qu'ils sont allumés, qui n'a pas son téléphone portable avec lui? Ouais, il y en a quand même 2, 3, 4, 5. Bon, alors là... Il est en bas, non? Ah, il est en bas. Ah, ben voilà. Ça va, vous vous sentez bien quand même? Vous survivez? Oui. Ah, vous m'étonnez, bon, c'est pas bon. Et donc, il y en a 5 ou 6, effectivement, qui n'en ont pas avec eux, mais qui l'ont en bas. Delphine, c'est pareil. Bon, voilà, exactement. Bon. Et donc, la question, les preuves que je vais... Il faut que vous mettiez les sonneries. Vérifiez que les sonneries sont bien mises. Alors, on va faire un petit jeu qui va nous permettre de faire de la musique collective. C'est-à-dire que vous allez envoyer un SMS à une personne à laquelle vous êtes très attaché, et vous allez lui envoyer un SMS pour lui dire, par exemple, je pense à toi, est-ce que tu vas bien, des choses comme ça. Puis on va voir ce qui se passe. Il faut mettre les sonneries. Alors, ça y est, vous y êtes, il faut jouer le jeu parce qu'il faut que ce soit un truc collectif, là. Et on va voir. Alors, il n'y a rien à gagner, hein, je vous préviens. Mais bon. Ah ben je suis pas. Du, ça y est, ça fait des du déjà là. Ça c'est les envois là quand même, rassurez-vous, rassurez-moi, c'est pas déjà le retour. C'est trop mignon ton message. Vous avez du réseau. C'est trop mignon ton message. Le problème, moi, c'est que je suis pas sûr d'avoir assez de batterie. C'est con. Ah, oui, ça y est, oui, cette musique-là. Allons-y, là. Alors, quand il y en a un qui a déjà reçu un retour, vous me le dites. Ça y est déjà? Ouais, bravo! Voilà, alors c'est pas votre voisine quand même, hein? Ne trichez pas. Attention. Bon. Alors vous avez sans doute vécu cette situation. Ok, ça y est, on va.
Bravo, oui. Vous avez vécu sans doute cette situation où vous envoyez un SMS et vous pensez que la personne, quand même, vous répond aussitôt. Puis non, elles ne vont pas. Ah non, j'avais oublié mon téléphone. Ou bien, bon non, je réponds plus tard, ou je sais pas quoi. Et là, vous êtes là, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est clair. C'est clair. Et donc, on est petit à petit les uns et les autres dans une transformation de notre état psychique commun, donc partagé, donc, où finalement on a des références communes. On considère que on doit répondre quand même dans les 5 minutes. Voilà. Bon, sinon ça va pas. Cela dit, avec d'autres personnes, vous vous attendez à ce qu'ils répondent dans la journée. C'est pas très grave. Donc il y a des types assez différents, vous voyez. Mais rendez-vous compte à quel point ça fait partie ça fait partie d'un monde partagé qui est d'une nature totalement différente de ce qu'on pouvait connaître avant. C'est-à-dire qu'il y a en permanence ces allers-retours, ces confirmations d'appartenance à un monde, d'appartenance à cette relation-là, qu'elle fonctionne ou pas. Donc on est dans cette situation où finalement on peut difficilement se considérer comme complètement exilé, parce que sans arrêt ça réagit, y compris ça réagit sans que vous le vouliez quelquefois. Parce qu'on vous envoie des choses sur votre page Facebook et vous en passeriez très bien, vous voyez. Hein, donc des avis de regarde ce que j'ai fait, j'ai dit manger une pizza, ouais. Donc c'est très important d'être connecté, ça c'est vraiment intéressant. Mais ça fait partie effectivement de notre façon d'être ensemble, vous voyez, d'une autre façon, qui pose des problèmes. C'est pas un avantage absolu, bien entendu, on peut en discuter assez facilement. Mais cette façon d'être pose une question à la façon dont nous pouvons être exilés. Alors moi je prétends, dans ces conditions-là, que finalement nous ne sommes plus forcément exilés vis-à-vis de nos appartenances classiques que l'on pouvait connaître auparavant, mais que nous sommes en fait exilés vis-à-vis de l'ensemble de ces identités que l'on a produites, et du coup, finalement, on finit par ne plus savoir exactement laquelle est valable, qui sommes-nous dans cette affaire, et c'est un peu ça qui est intéressant, c'est cette façon de voir que le numérique nous fait constater une chose qui existait avant, c'est-à-dire que nos identités, comme la nation était construite, et bien que nos identités aussi sont des fictions, mais alors là maintenant ça se voit parce qu'on en a partout, et on a des pseudos différents, et puis tiens, un coup on peut jouer ce rôle-là, puis dans l'autre on joue un autre rôle, et puis etc. Vous voyez, et donc finalement c'est quelque chose qu'on faisait avant. Et vous voyez, dans la vie urbaine avant, quand on voulait changer de monde, comme je le disais auparavant, il fallait se déplacer, il fallait changer de quartier. Là on avait, hop, on change la casquette, hop, on change de masque, et on est quelqu'un d'autre. Mais là non, vous faites ça là, en 2 secondes, ça y est, vous êtes en relation avec votre activité professionnelle, votre groupe de sport, votre parti politique, je sais pas, tout ce que vous voulez. Comme ça, en 2 secondes, ça y est, tout ça change de l'un à l'autre. Et du coup, au bout d'un moment, finalement, on se retrouve à multiplier ces avatars. Quand on emploie le terme avatar, ce n'est pas forcément en lien avec ce que l'on voit ni avec la mythologie indienne, ni avec ce que l'on voit dans les jeux vidéo ou dans un certain nombre de mondes virtuels. Mais seulement ça, ce sont des avatars. C'est-à-dire qu'on les voit maintenant. Il y en a une quantité. Et on se dit, mais au bout du compte, où je suis là-dedans? Qui je suis là-dedans? Ah oui, vous êtes un petit peu tout ça. Mais ni l'un ni l'autre. Et vivre dans tous ces mondes sociaux très différents, eh bien ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément une expérience toujours satisfaisante. C'est qu'au bout d'un moment, on est éclaté, on peut considérer qu'on a vécu une forme d'exil de ce point de vue-là. Alors pour terminer, effectivement, je dirais que justement ce qui m'importe, c'est qu'on apprend à travers cela, en revanche, à être à l'intérieur d'un ensemble d'appartenances, dans un ensemble de mondes sociaux, à des degrés divers. Et c'est pour ça que je voudrais vous montrer une diapo sur autre chose, vous la voyez peut-être moins bien, c'est-à-dire c'est de l'écume. C'est de l'écume. Alors là, c'est encore une métaphore de Sloterdijk, le philosophe allemand, qui finalement considère qu'il a fait toute une série de livres sur sphères, il appelle ça, les bulles, les globes et l'écume. Eh bien, il a très très bien montré justement comment désormais nous ne sommes plus dans le discours totalisant du globe, qui était aussi une façon de faire de l'intérieur, qui a été cette façon de faire de l'intérieur qu'on avait au moment des modernes, d'une façon ou d'une autre. Mais là, en réalité, maintenant, nous sommes dans des mondes qui s'interpénètrent, qui s'influencent, qui bougent, dont les frontières sont instables et qui se tiennent entre eux. Donc, nous ne sommes plus dans des bulles complètement immunisées, hein, et on n'a jamais été d'ailleurs, jamais été, mais on pourrait encore éventuellement croire cela, avec des identités un petit peu trognons, ou bien un trognon, puis après il y a des pôles différents.
jamais existé de cette façon-là, mais ici, nous sommes dans la métaphore de Sloterdijk, c'est intéressant parce que nous sommes dans plusieurs mondes à la fois, et ces bulles-là interagissent et se transforment, se poussent les unes les autres. Elles sont donc communicantes, et là, en l'occurrence, donc il n'y a pas d'immunité, l'opposition se fait entre immunité et communication, ça communique aussi, ça passe de l'un à l'autre, c'est poreux d'une façon ou d'une autre, mais du coup, elles sont aussi beaucoup plus fragiles. Et ce terme-là qu'utilise Sloterdijk est très intéressant, c'est-à-dire que ça crée un monde de cofragilité. Et ce terme est très important. Nous apprenons à vivre dans ce monde où nous appartenons à tellement de choses à la fois, nous apprenons à vivre effectivement à l'intérieur, mais à l'intérieur d'un monde de cofragilité. Alors c'est valable pour nos relations avec l'environnement, parce qu'on sent bien que l'environnement maintenant est devenu fragile. En tant que moderne, on croyait qu'on pouvait y aller et l'arraisonner comme on voulait. Et bien effectivement, là, on se rend compte que finalement il est fragile et que tout cela interagit avec nous et qu'on doit donc être sensible et être attentif, prendre soin de tout cela, prendre soin. Et de fait, c'est à cette condition que la cofragilité ne devient pas catastrophe, ne devient pas catastrophique. C'est valable pour l'environnement, mais c'est valable aussi pour nos relations personnelles. C'est ce que Donna Haraway appelle, le terme que j'aime beaucoup, qui s'appelle « devenir avec ». Nous devons apprendre à devenir avec. Ce qui était totalement pas du tout la posture des modernes, on maîtrisait tout cela, on se situait en surplomb, on prétendait se situer en surplomb, ce qu'on ne faisait pas en réalité d'ailleurs. Mais il n'empêche que maintenant, nous sommes obligés d'apprendre à devenir avec. Et donc, c'est pas être avec, c'est devenir. C'est-à-dire qu'on se transforme réciproquement les uns les autres. Elle en parle, elle, dans sa relation avec son chien. Okay, donc c'est assez amusant, mais c'est très très intéressant, justement, ce type de couplage que l'on peut avoir. Et je reviens du coup à ma question de l'exil, de l'exilé. L'exilé, lui non plus, ne va pas pouvoir se constituer comme immunisé, en disant, moi j'ai ma valise et je vis dedans, et je ferme les écoutilles, et ça y est, je retrouve le pays d'origine. Il va devoir, et il peut difficilement faire autrement, être fragile lui aussi et influencer. Toute la question est plutôt du coup celle de son pays d'accueil, qui doit se poser, doit savoir s'il est lui capable aussi, en tant que pays d'accueil, ce qui est une notion très vague effectivement, il est capable aussi de se laisser influencer, de se laisser affecter, de devenir aussi fragile. Et s'il n'y a pas cette réciprocité, bien évidemment, vous avez ces phénomènes d'assimilation violente dans certains cas, et à ce moment-là, on se sent trop fragile, et du coup, comme il y a risque de fusion et de disparition, et bien à ce moment-là, on se ferme par effet de défense. Et c'est dans cette relation-là de cofragilité que l'on peut concevoir notre capacité à vivre dans plusieurs mondes à la fois, tout en gardant une spécificité, tout en gardant notre histoire qui constitue un de ces mondes, d'une façon ou d'une autre. C'est la façon d'apprendre à vivre ensemble qui est en jeu et qui est dramatique quelquefois pour l'exilé, mais qui du coup doit questionner aussi le pays d'origine. Alors si vous voulez, ça me fait penser, et la dernière diapo, il y a une autre diapo, voilà, c'est les bulles encore, et la dernière diapo, c'est celle d'Aphrodite. Pourquoi Aphrodite? Parce que l'étymologie d'Aphrodite est intéressante. Aphrodite, ça veut dire née de l'écume. Née de l'écume. Effectivement, c'est souvent la légende d'Hésiode, effectivement, elle est née de Ouranos qui s'accouple avec la mer, etc. Je ne vois pas les détails. Et donc, en l'occurrence, d'ailleurs, je suis allé voir le rocher d'Aphrodite à Chypre. Comme je suis curieux, ça peut être un peu le réflexe scène primitive freudien. Je suis allé voir derrière, parce qu'on voit le rocher, puis il y a des grandes vagues qui arrivent sur le rocher, et on voit effectivement, ça fait comme une espèce de coquille, il y a des écumes, etc. Et c'est là qu'elle est née, Aphrodite, ce qui nous donne une idée, peut-être un prolongement de réflexion intéressant, c'est qu'en réalité, l'amour aussi est une cofragilité. Cette capacité que nous avons à nous laisser affecter réciproquement, s'il n'y a pas de cofragilité, eh bien, il n'y a non plus d'amour, et c'est ce que disait la légende d'Aphrodite de ce point de vue-là. Non, pardon. Non. Et cette présentation-là vous permet de comprendre un petit peu à quel point les questions de l'exil peuvent nous travailler beaucoup plus profondément qu'on le pense, les uns et les autres, et qu'on peut être, il y a peut-être pire que tous les exils, c'est d'être exilé de l'amour. Chose sur laquelle je vous laisse méditer, bien entendu. Excusez-moi, vous savez, vos papiers. Oui, voilà. Non, vos papiers d'identité.
Je fais une conférence. Oui, je suis en train d'écouter, je le trouve un peu subversif. Alors je voudrais vos papiers. Mais non, je n'ai pas les papiers, je fais une conférence. Alors, accompagnez-moi au commissariat. Oui, oui, oui. Oh, S'il vous plaît.